feels weird standing here addressing you all. It's probably not the best way to start a forum and open with a welcome address. But as we all stand here to celebrate the spirit of good global governance, I am reminded of the people that cannot be here. The environmental justice warriors and journalists fighting to hold world leaders accountable, who are being detained and killed. The feminists and lawyers who are being kidnapped and tortured by the sanction of world leaders. And I say this because, for me, the work on the Paris Peace Forum is deeply personal. What got me here and the work that I'm going back home to is I'm a social activist and I work on ground to make sure survivors of sexual abuse get access to justice and on gender and human rights issues. So I think of the most critical question. What is the impact of all of us gathering here over the next 2 days going to have on the very real world outside these highly sanitized walls? Especially given that this time tomorrow, in the next 24 hours, we would have lost 150 to 200 species to climate extinction. The climate crisis is too much of a threat for us to be at the mercy of political will. I guess the good news is that politicians and political will are both renewable resources. But speaking of crisis, we're also dealing with crisis of failed leadership, where leaders are doubling down on hyper-nationalist rhetoric. And this is where I look to you, President Macron, your leadership, your values-based leadership, and your strong voice, where you've emphatically said that nationalism is a betrayal of patriotism. And you have consistently stood up for human rights amongst your peers, with your peers, and challenged them to do better by all of us. And as a voice of civil society, that means more to us than you could possibly even know, so thank you. I also look at all of you world leaders and heads of states who have shown up here, ready to commit and double down on multilateralism, on engagement and dialogue to truly address our collective issues. And when I think of what is the impact we can have under the umbrella of Paris Peace Forum, I remind myself that our work and our legacy does not start and stop with the 2-3 days of the forum. It lives on through the fact that we're a solutions-based and committed forum. It lives on through the true stars of our forum, the project leaders, who are working every day in their communities on a regional and national level, who will take the learning, support, and access to network and opportunities and help from you all here to further expand their scope and impact to push for better governance models. So that is why I so strongly believe in the work that we're doing here, and that is why I'm so grateful for all of you who have shown up, ready to commit to our mission of Paris Peace Forum. To conclude, mes chers amis, si nous voulons être efficaces sur la paix, nous devons être convaincus de nos actions et nos engagements. Alors, au travail. And with that, I will pass the mic to President-elect Madam Ursula von der Leyen of the European Commission. It's such an honor to have you here to offer the delivering remarks. Thank you. Monsieur le Président Macron, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs et chers amis, je suis honorée et profondément émue d'être avec vous au Forum de la paix en cette semaine de commémoration. Cette année, nous marquons 30 ans depuis la chute du mur de Berlin et l'ouverture du rideau de fer. 30 ans depuis la victoire du mouvement Solidarité à Varsovie ou la révolution de velours à Prague. 30 ans depuis la chaîne humaine d'indépendance allant de Vilnius à Riga et à Tallinn. Et bien sûr, nous marquons cette semaine la fin des combats fratricides de la Première Guerre mondiale. Cette guerre, cette tragédie humaine nous impose à tous l'obligation de ne jamais oublier ce que l'humanité peut produire de pire pour pouvoir construire ensemble
un avenir meilleur. C'est ce devoir de mémoire et d'action qui nous réunit aujourd'hui. Mais je voudrais aussi parler d'un autre anniversaire. C'est il y a 170 ans, ici même à Paris, que Victor Hugo ouvre le Congrès de la paix. Ce jour-là, il parle d'une Europe de la paix. Et je cite, « Le continent, au lieu d'être un champ de bataille, serait un atelier où nous aurions sous les yeux l'espérance, la joie et l'effort de tous vers le bien-être commun. » Fin de citation. Ladies and gentlemen, it took too many lives, too much pain, for Victor Hugo's words to be proved right. But as we stand here today, we see this Europe that he spoke of. We see a Europe peaceful and united, settling our international differences around tables rather than in between trenches. This reconciliation was achieved by making ourselves stronger internally, from the single market to the rule of law. We should never forget how far we have come and why. Europe, as we see it today, has evolved because not only do we help and support each other, of course this is of utmost importance, but also because we expect every member of our union to step up, to work hard, and to meet our common standards and our common goals. Now, what does this European principle of encouraging and demanding mean for Europe's place in the world today? Well, Europe can and Europe should contribute to tackle the challenges, just to name a few. Climate change, digitalization, demography, migration, conflicts, poverty. And in light of these global challenges, we see the need for strong institutions and more effective multilateral cooperation. However, far too often, the opposite is the case. Existing powers are going down new paths alone. New powers are emerging, re-emerging, and consolidating. And there is need for stable and responsible leadership. We all have to contribute. As the president of the next European Commission, I want to build a truly geopolitical Commission. I want a more outward-looking European Union. A Europe which collectively defends our common values and common interests in the world. My vision is of a Europe which helps to reconcile those who are divided. A Europe that brings together those who are apart. But at the same time, a Europe that demands responsibility from ourselves, from our friends, and from our partners. A responsible approach to our planet. Good governance, fight against corruption, and respect for the rule of law, respect for the dignity of people. The point is that Europe needs to develop a common strategic culture and answers that are comprehensive. And I'm open to new ideas to make this happen. This is what the Paris Peace Forum is all about, coming up with new ideas to make global governance fit for the 21st century. As President-elect of the European Commission, I want to ensure that the European Union is well equipped,
to be truly geopolitical in the way that it thinks and acts, from foreign policy to trade to development cooperation, from humanitarian aid to security. And therefore, in the next long-term budget, I want Europe to spend 30% more on external action than we do today. And I want us to spend this money effectively and more strategically. What use is it to a family to be freed from terror if they will then only starve? What use is it to help a farmer to install an irrigation system only for him to be slaughtered by Boko Haram? What use is it to the young woman to finish her law degree if she will only despair at the wall of corruption? The European Union has tools and instruments, but it has to focus more on sustainable solutions. And we need you as partners. We need you, heads of state and government, NGOs, international organizations, regional organizations, companies, journalists, activists, your dedication, your knowledge to develop sustainable solutions for your regions and perspectives for your people. This is the only way to peace. Ladies and gentlemen, the challenges are enormous, but it is not the first time in history that huge challenges have been turned into opportunities. 30 years ago, it was the courage of women and men that broke down walls. Women and men who stood together for freedom, simply for a better life. Standing together, they built a united Europe. Of course, the challenges we face today are different, but the need for courage, the need to stand together is stronger than ever. Alone, none of us can face up to today's global challenges. Only together do we have the strength to fight poverty, corruption, or terror. Only together can we fight climate change and invest in progress. And only together can we stand for peace and prosperity. Dear friends, the European Union will always be ready to be your partner, trustworthy and demanding, reliable and dedicated to values that serve the people. Thank you so much. Mr. Wang Qishan, Vice President of the People's Republic of China, will now take the floor. Monsieur Wang Qishan, Vice-président de la République populaire de Chine, va maintenant prendre la parole.请大家把耳机戴好。在这种国际多边场合呀，只要是中国人发言呢，戴耳机的人一定很多，因为在这种场合能够听懂中文的人、华文的人一定是很少的。所以我用这个方式啊，提醒大家把耳机戴好。
尊敬的马克龙总统，各位嘉宾，很高兴出席第2届巴黎和平论坛。和平是人类共同的追求。在经历了第2次世界大战的浩劫后，国际社会建立了以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序，维系了形成全球意义上70多年的总体和平。世界经济、社会和科学技术发展成就巨大，人类福祉空前提高。今天，世界不稳定、不确定因素上升，人类又走到了十字路口。面对问题，大家关心中国怎么看、怎么办。故事是历史的反映，逻辑是历史的抽象，故事胜于逻辑。中国刚刚举行了中华人民共和国建国70周年庆典，我愿简要回首来路，讲述中国故事，加深大家对中国的了解、理解。中华民族在漫长的农耕文明时期，有着骄人的辉煌。由于固步自封和闭关锁国，近代以后，中国坠入半封建半殖民地的悲惨境地。从1840年鸦片战争以后的100多年里，中国人民为实现民族独立、人民解放，苦苦寻觅，上下求索。1949年，新中国成立，实现了中国人站起来的梦想，民族自信极大的激发。但是，刚刚起步的新中国一穷二白，为建设新中国，中国人民在中国共产党的领导下，艰苦奋斗，顽强拼搏，付出了高昂的代价，取得了显著的成就。1978年，中国实行改革开放，国门初开，我们感觉到新鲜、激动，也充满着希望。对比西方发达国家，我们看到了差距。一些人甚至极端地讨论：西方的月亮真的比中国圆吗？40多年来，我们聚焦发展，埋头苦干，坚定不移深化改革，扩大开放，顺应历史潮流，找到了适合自己的中国特色社会主义道路。从没见过、没吃过、没干过，到见过、没吃过、没干过，再到吃过、见过、干过，中国人民生活水平发生了巨大的变化，中国国家面貌和人民精神面貌也发生了新的变化。中国首先是做好自己的事，主要靠自身努力实现8亿多人口脱贫，正全力以赴在2020年实现农村贫困人口全部脱贫。我们正推进供给侧结构性改革，实现发展速度、质量、结构、效益相统一。我们不断改善教育、
就业、社保、医疗、住房等民生条件，增加人民群众的获得感、幸福感、安全感。我们践行绿水青山，就是金山银山的理念，大力推进生态文明的建设，同各国一道保护好人类赖以生存的地球家园。我们也冷静清醒地认识到，中国依然是一个发展中国家，从富起来的巩固和提高，到真正实现强起来，将是一个漫长艰辛的过程。中国人民会客观看待成绩和机遇，沉着地应对风险和挑战，坚持和完善中国特色社会主义的制度，不断推进国家治理体系和治理能力的现代化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。各位嘉宾，一个人、一个民族、一个国家的历史文化，是其道路选择的源头活水。正因为曾经饱经战乱，我们才格外珍视和平稳定；正因为曾经饱受屈辱，我们才坚定奉行独立自主的和平外交政策，尊重各国人民自主选择发展道路的权利。正因为经济全球化使包括中国在内的世界受益，我们才坚持互利共赢的开放战略，呼吁共建更加创新、更加包容的开放型的世界经济。中国是世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国勇敢投身经济全球化浪潮，加快了自身发展，也促进了世界的发展。市场经济离不开有购买力的需求。中国有近14亿人口的大市场，有着世界上最大的中等收入群体。随着持续深化改革、扩大开放，中国的市场潜力将不断释放。当今世界已成为相互连通的汪洋大海，充满希望，也面对着许多共同挑战。当前世界经济功能增长动能不足，发展不平衡不充分严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、技术安全、公共卫生、气候变化和环境恶化等威胁持续蔓延，没有谁能独善其身，单打独斗行不通，转嫁矛盾不可取，携手应对才是唯一正确的选择。中国是负责任的大国，愿与国际社会一道努力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。中国秉持共商共建共享的全球治理观，推动建设相互尊重、公平正义、
合作共赢的新型国际关系，维持以联合国为核心的国际体系，主张共建更加创新包容的开放性世界经济，承诺在共同但有区别的责任等原则基础上开展气候变化国际合作。中国推动共建“一带一路”，举办进口博览会，缩减投资准入负面清单，改造营商环境，正在用实实在在的行动让世界共享中国发展的机遇。各位嘉宾，经济全球化是历史潮流，认清方向才能做出科学理性的选择。历史的进程总充满着波折，当前单边主义、保护主义、民粹主义蔓延，用情感的宣泄代替理性的思考和行动，无助于问题的解决。我们认为，越是困难，越要保持定力和耐力，越要同心协力、积极有为，用科学的理性指导我们的行动。我们期待以加深利益融合、减少和平赤字，以维护多边主义、加强和平保障，以加强平等协商化解和平挑战，以倡导文明对话细牢和平的纽带。我们相信，在全世界爱好和平人民共同努力下，我们将始终建成一个远离战争、普遍安全、远离贫困、共同繁荣的世界。最后，预祝本届论坛取得圆满成功，谢谢大家。Mr. Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo, will now take the floor. Monsieur Félix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo, va maintenant prendre la parole. Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président du Forum de Paris pour la paix, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République française, je vous remercie de m'avoir associé à cette initiative louable qui va nous aider à saisir l'occasion d'échanger sur les voies et moyens d'établir une paix durable dans le monde. Nous sommes aujourd'hui confrontés à l'un des plus grands défis de notre temps, celui de gagner la paix, de la conserver et de la transmettre aux générations futures. Pour gagner cette paix, chaque homme, chaque État doit s'interroger sur sa contribution à donner des solutions aux défis qui menacent l'humanité, notre patrimoine commun. Car la paix, ce n'est pas seulement le silence des armes, mais c'est aussi l'apport de réponses aux problèmes liés à la jeunesse, à la famine, au dérèglement climatique et aux problèmes de santé comme les épidémies à virus. Pour préserver la paix, nous devons partager avec les autres.
engager un débat sur les solutions évoquées par les uns et les autres. Ainsi, il est possible d'avoir un agenda commun, intégrant un certain nombre de valeurs transversales et donnant à l'homme et à la planète la primauté de nos efforts. Nous sommes bel et bien devant un défi majeur qui ne peut souffrir d'aucune négligence, d'aucun faux fouillant, et j'ajouterai d'aucune solution superficielle. Les guerres, les conflits, le terrorisme dans le monde et l'insécurité doivent cesser. Il suffit de le vouloir ensemble et nous y parviendrons. Car il y va de notre responsabilité commune et l'histoire nous jugera. Je serais tenté de proposer une véritable coalition mondiale pour le rétablissement de la paix, ingrédient nécessaire pour le développement du monde. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler à cette auguste assemblée qu'aucun continent n'est épargné par l'insécurité. Vous conviendrez avec moi que je ne saurais en 5 minutes revenir sur le cas de chaque continent. C'est pourquoi je voudrais me concentrer sur l'Afrique et la République démocratique du Congo, mon pays. Aujourd'hui, l'Afrique, plus que tous les autres continents, est secouée par des conflits, des guerres et par le terrorisme. Il y a moins de 10 ans, l'Afrique de l'Ouest connaissait la paix et s'était dotée, à travers la CEDEAO, d'un outil sécuritaire de dissuasion et de prévention de tout conflit. Aujourd'hui, malheureusement, nous y déplorons le terrorisme de Boko Haram. L'Afrique de l'Est n'est pas épargnée non plus. Les terroristes Chebab sèment la mort et la désolation. L'Afrique centrale connaît aussi des conflits au Tchad, en Centrafrique, au Sud-Soudan. La République démocratique du Congo, située au carrefour de plusieurs communautés sous-régionales, peut être considérée comme le pays qui en a payé le prix le plus fort. Les efforts ont été fournis pour la pacification du pays et aujourd'hui, 5 provinces seulement, grâce aux forces de l'armée, forces d'armée de la République démocratique du Congo et à la collaboration de la MONUSCO, restent encore frappées par l'insécurité. Tout en étant convaincu de l'efficacité de la solution militaire, je pense qu'il faudrait aussi élaborer tout un programme de sensibilisation des populations et du dialogue entre les différentes communautés. La solution militaire s'impose pour combattre les groupes armés, certes, mais en plus de cela, il faut répondre au problème de la jeunesse qui a besoin de plus d'encadrement, plus de démocratie et d'emploi. L'Afrique, en général, avec sa position géostratégique, sa population jeune et ses ressources naturelles, doit cesser d'être un problème pour le monde, mais plutôt devenir un maillon important de la solution aux problèmes du monde. Mesdames et messieurs, pour revenir au cas de mon pays, je voudrais ici saluer la bravoure de notre peuple qui a subi dans sa chair et sur son sol un condensé d'horreur dû à l'absence de la paix. Mais malgré cela, sa force de résilience et son attachement aux valeurs de la paix sont restés intacts. C'est pourquoi nous l'avons engagé dans une lutte acharnée contre les antivaleurs. La République démocratique du Congo, aujourd'hui déstabilisée dans sa partie Est, va très vite devenir une partie importante
de solutions aux défis majeurs auxquels le monde est confronté actuellement. En effet, le bassin du Congo et son grand massif forestier contribueront à la lutte contre le réchauffement climatique, thème cher à mon estimé collègue homologue Emmanuel Macron, ici présent. Ces terres arables bien exploitées peuvent résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Ces eaux douces, représentant 53% en Afrique et 13% dans le monde, sont potentiels énergétiques évalués à 100 000 mégawatts, dont 44 000 pour le seul site d'Inga. Son sol très riche en minerais stratégiques sont autant d'atouts pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde. Mesdames et messieurs, je peux vous rassurer que la République démocratique du Congo répondra présent au rendez-vous du donner et du recevoir en ce qui concerne la paix et le développement durable dans le monde. Je vous remercie. Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic, will now take the floor. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, va maintenant prendre la parole. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, Mesdames, Messieurs les dirigeants d'organisations internationales, d'organisations régionales, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, vice-premiers ministres, ministres, dirigeants d'organisations non gouvernementales, de fondations, d'entreprises, élus ici présents et j'en oublie sans doute. Merci d'être là pour cette 2e édition du Forum de Paris pour la paix. Alors, c'est peut-être l'édition la plus dure. Je nous le dis collectivement, parce que la première édition, il y avait beaucoup de monde, puisque c'était le centenaire de l'armistice. Donc nous avions réussi à attraper plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, et il y avait, si je puis dire, les charmes de l'inconnu. La 2e édition, c'est au fond commencer à devenir un rendez-vous stable. Et il peut y avoir les risques de l'habitude. Et donc votre présence ici, votre engagement, tout autant que vous êtes, sont un test de réalité pour nous et la preuve que c'est en train de prendre, mais qu'il nous faut aussi bâtir quelque chose de durable, c'est-à-dire d'utile. Et donc je voulais vraiment vous remercier pour votre présence, votre mobilisation, mais aussi dire combien je suis convaincu que ce Forum de Paris pour la paix et ce que nous sommes en train de faire collectivement a une utilité très profonde. Je dirais que la première de ces utilités, c'est ce que nous venons d'entendre. D'avoir une activiste indienne, puis la présidente élue de la Commission européenne, le vice-président chinois, le président de la République démocratique du Congo, il y a peu d'endroits où c'est donné avec la même force et où cet enchaînement peut prendre autant de sens. Et il est illustratif de cette démarche, c'est-à-dire de ce par quoi notre monde d'aujourd'hui est fait, et ce qui fait qu'il peut se défaire si nous ne mettons pas toutes ces énergies autour de la table sur un projet commun, un agenda commun. Alors, vous le disiez, Madame la Présidente, il y a hier 101 ans, nous fêtions la paix à la fin de la Première Guerre mondiale, pas seulement en France, dans toute l'Europe. Beaucoup ici avaient leur pays parfois qui naissait des cendres de cette guerre. Le monde entier était concerné. Et l'Europe pensait à ce moment-là plus jamais ça. Il y a une leçon à retenir, parmi beaucoup d'autres qui sont heureuses de cette période, c'est que nous avons échoué à bâtir durablement la paix parce que nous avons échoué, au sortir de ce premier conflit mondial, à trouver les bonnes voies de coopération multilatérale. C'était la Société des Nations, première tentative, et nous n'avons pas réussi. Alors que personne ne pensait raisonnablement que moins de 20 ans plus tard, allaient commencer de nouvelles formes de brutalité, et que 20 ans plus tard, une guerre plus terrible encore, une nouvelle guerre mondiale, allait à nouveau déchirer l'Europe et le monde.
Et il y a 30 ans, presque jour pour jour, vous le disiez, le mur de Berlin tombait. Et avec lui, des divisions de l'Europe, parfois des trahisons, des ressentiments. Et nous pensions tous alors que ces formidables combattants de la liberté, non seulement en Allemagne, mais partout en Europe de l'Est, qui avaient parfois préparé ce moment, avaient dessiné une espèce de force inarrêtable. Nous allions connaître une nouvelle téléologie de notre système international. Partout, la démocratie allait se répandre. Partout, le bonheur allait nous embrasser. Et au fond, partout, la paix, certains parlaient de fin de l'histoire, allait se révéler. Et là aussi, nous avons raté ces prédictions. Cette fois-ci, malheureusement, aussi. Puisque s'il y a eu un temps heureux de notre continent européen qui a suivi, les dernières années nous ont montré comment de nouveaux déchirements, de nouvelles fractures contemporaines pouvaient mettre fin à ce qui était alors perçu comme une perspective inarrêtable. Je prends ces deux exemples et ces deux anniversaires parce que nous nous inscrivons presque dans la lignée de ces héritages pour dire qu'il n'y a pas d'évidence dans la matière dont nous parlons. Et même si les temps contemporains peuvent paraître difficiles, c'est parfois dans les temps difficiles qu'on construit les solutions utiles. Et je prenais deux moments heureux pour dire que les prédictions d'alors s'étaient trouvées ensuite déjouées par nos propres faiblesses, nos paralysies ou nos propres erreurs. Il y a donc beaucoup à espérer du moment où nous nous retrouvons, parce qu'il est obscurci par des fractures profondes et par beaucoup de pessimisme. Et donc, c'est pourquoi je crois très profondément à ce forum de Paris pour la paix, parce que nous vivons, et les trois interventions qui ont ouvert notre forum l'ont montré, je crois une crise sans précédent de notre système international. Sans précédent parce qu'elle ne vient pas pour la première fois à la fin d'une guerre mondiale, mais qu'elle est liée, je dirais, à des défis profondément nouveaux et à une crise endogène de notre système. Les deux ensemble, c'est en quelque sorte une réaction chimique unique. Je m'explique. Nous avons une crise de notre système politique et économique mondial. Ce système qui est au fond l'économie sociale de marché, l'ouverture, le libre-échangisme, des systèmes de coopération pensés après la Deuxième Guerre mondiale, a été formidablement efficace pendant 70 ans. Il a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, vous l'avez rappelé, en particulier dans votre pays, Monsieur le Vice-président. Il a permis de pacifier énormément de régions où on pensait que la guerre ou le conflit était inarrêtable. Il a permis un système de contrôle d'équilibre inédit. Mais ces dernières années l'ont montré, il a fait réémerger des inégalités nouvelles, parfois dans nos sociétés. Il a fracturé les sociétés contemporaines, faisant naître aussi une crise de nos démocraties, avec un doute dans toutes les démocraties occidentales, qui en étaient le pilier. Et il a fait renaître l'unilatéralisme, parfois même chez ceux qui étaient les garants en dernier ressort de ce système international. Et donc nous avons, si je puis dire, une crise endogène du système qui est que, sur le plan économique, politique, ce système est aujourd'hui en crise et bousculé. Et dans le même temps émergent des problématiques, depuis une dizaine d'années, profondément nouvelles, en tout cas avec cette force, la problématique démographique, et une seule de ses conséquences, qui est le phénomène des grandes migrations dont nous vivons, et nous ne traitons parfois que les conséquences, mais qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Comment nourrir une planète qui ne cesse de grandir, comment gérer les déséquilibres démographiques, dont je le rappelle d'ailleurs, les principales forces migratoires se jouent au sein de l'Afrique elle-même, ou parfois au sein du continent asiatique aussi, avec des grandes perturbations. Le défi technologique et le numérique et tout ce qu'il emporte de transformation du travail, mais aussi de nos imaginaires, de l'interrelation de nos pays, et le défi climatique, principalement la lutte contre le réchauffement et la lutte pour la biodiversité. Ces trois grands défis, je ne suis sans doute pas exhaustif, mais ces trois grands défis, ajoutés au défi qui n'est pas nouveau, lui, mais qui continue à être un combat de la lutte pour les libertés et la démocratie, arrivent donc à un moment de fracture du système international et de nos propres sociétés, alors que pour répondre à ce défi, on a besoin de plus de coopération. Et donc, le risque qui est collectivement le nôtre, c'est que la tentation réémerge dans nos pays, tous ceux qui se sont exprimés, tous ceux qui sont ici présents, soit
au fond, de la paresse. Premier risque. Se dire, on a des organisations, on les aime bien, ne les questionnons pas. Elles ont parfois perdu leur finalité, plus personne ne comprend où elles vont, mais cachons ce sein que nous ne saurions voir, comme on dit dans Molière, et ça avancera mieux. Je ne crois pas du tout. Je l'ai montré parfois en heurtant peut-être certains dans cette salle il y a quelques jours ou quelques semaines. Je pense qu'on a besoin de vérité. La pudibonderie ou l'hypocrisie, ça ne marche pas dans les temps qui courent. Pourquoi? Parce que nos concitoyens le voient. Nous sommes dans un monde ouvert. Les experts qui sont ici présents, les citoyens, les activistes, ils voient les conséquences de ce monde-là. Quand ça ne marche plus, ils nous le disent. Donc l'hypocrisie et le silence, ce n'est pas une solution. Et la paresse intellectuelle ou d'action n'est pas non plus une solution. Deuxième option, au moins aussi risquée, c'est la non-coopération, c'est-à-dire le retour à l'unilatéralisme ou à une forme d'hyper-régionalisme. Je crois que cette option, elle est aussi très risquée. Elle tente certains, parce qu'on peut dire que c'est beaucoup plus efficace de se replier, de répondre soi-même aux propres défis, d'apporter une solution de fermeture, parce que le mal, en quelque sorte, serait lié à un monde devenu trop ouvert. Je ne le crois pas non plus. On a testé cette option par le passé. Elle produit la guerre. Le nationalisme, c'est la guerre. Quand il oublie, vous avez rappelé ce distinguo, cher Trichat, je vous en remercie, la différence qu'il y a entre le nationalisme et le patriotisme. Et la non-coopération déconstruirait en quelque sorte ce que nous avons au moins réussi à bâtir durant ces dernières décennies. Et elle peut conduire à un troisième risque, qui serait une voie possible, l'hégémonie. Au fond, on pourrait se dire, face à ces crises, il faut qu'il y ait des puissances nouvelles qui émergent et on va se mettre derrière elles. Ce serait une solution de dire, il y a quelques grandes puissances, elles vont régler le sujet pour les autres, et on accepte en quelque sorte de se mettre derrière elles. Je crois que l'hégémonie, et je le dis d'un pays qui parfois a tenté cette voie pour les autres, ça a été le moment colonial de la République française, on a tenu ce discours, ici, y compris au nom de la liberté, en disant on va vous régler les problèmes du monde, nous on est éclairés, on va éclairer les autres, ça va mieux marcher. Ça dure un temps, ça ne marche pas très longtemps. Ça n'est plus possible dans le monde actuel. Et donc, la voie de l'hégémonie ou de la répartition entre quelques puissances hégémoniques n'est pas non plus souhaitable, parce qu'elle produira à nouveau du ressentiment, à nouveau de la frustration, à nouveau de l'humiliation. Je ne vois, pour répondre à ces défis, qu'une voie la plus difficultueuse, la plus complexe, c'est celle de la coopération équilibrée, celle qu'on appelle du multilatéralisme, c'est-à-dire qui accepte les discussions, les désaccords, les médiations pour trouver des solutions communes. Et pour moi, le dialogue qu'il y a entre les trois premières interventions qu'on a eues et qu'il va y avoir pendant 2 jours entre les différents continents, les différents acteurs, est à cet égard profondément essentiel. L'Europe, d'abord, est un continent où la solution doit se construire. Madame la Présidente, je vous remercie d'être là dans un agenda chargé et d'avoir porté avec force cette vision d'une Europe géopolitique, comme vous l'avez dit. Je crois en effet très profondément que l'Europe a une part de réponse à la solution pour une raison simple. Notre Europe, on est plusieurs ici à y participer activement, et qu'on soit membre de l'Union européenne ou puissance géographique de cette Europe, nous avons tous ce rôle. L'Europe est un laboratoire de multilatéralisme. Peut-être d'ailleurs le laboratoire le plus complexe, parce qu'elle s'est épuisée pendant des millénaires à des guerres civiles. Donc l'Europe est sans doute l'endroit du monde où on sait le mieux le prix de la coopération, ou plutôt le prix de la non-coopération, et donc le trésor qu'est la capacité à bâtir des équilibres, y compris quand tout pousserait à la différence. Cette Europe géopolitique, elle doit être souveraine, démocratique, mais en effet construire les solutions de nouveaux équilibres, et je pense être cette espèce de tiers de confiance entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, si vous me le permettez, Monsieur le Vice-président. Ce qui suppose qu'elle ait sa voie d'indépendance, sa voie propre, et qu'elle aide à construire les solutions utiles, comme vous l'avez rappelé, et comme vous vous y êtes engagé à l'instant, Madame la Présidente, et je pense que c'est formidablement utile que nous continuions à être ses partenaires dans les enceintes internationales et des acteurs de construction de ces solutions nouvelles dans une Europe ainsi repensée avec tous nos partenaires régionaux. Et je pense que l'Europe a cette vocation d'agréger autour d'elle les puissances de bonne volonté. Et à cet égard, l'initiative d'une alliance pour le multilatéralisme, poussée par les ministres des Affaires étrangères ici présents
et je les en remercie, est une initiative qui a été commencée en marge du sommet des Nations Unies, qui sera poursuivie par les ministres Maas et Le Drian avec leurs collègues, et qui est, je pense, une initiative très importante qui est emblématique de ce que, justement, cette Europe peut apporter dans le concert des nations aux côtés de la Commission européenne. Ensuite, il y a l'Asie. Vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement sont là aussi, qui viennent d'Asie centrale ou d'Inde ou d'autres pays. L'Asie a aujourd'hui de formidables défis de stabilité, de paix, de construction, là aussi, de solutions nouvelles, de clarification parfois de conflits frontaliers, de défis démographiques et religieux. Elle est un laboratoire, elle a été bien souvent ces dernières années un laboratoire de conflits qui ensuite ont toujours touché l'Europe. Et l'Asie est dans cette continuité avec nos propres défis. Et je le redis ici avec beaucoup de force et pour dire tout l'engagement qui est le nôtre dans certains des conflits qui la divisent encore. Mais l'Asie, vous l'avez dit, est aujourd'hui en train de se stabiliser. L'initiative que vous avez prise en fait partie. L'initiative de connectivité de l'Union européenne est un complément utile et une voie de ce dialogue aussi avec la Chine. Et le rôle de la Chine, comme vous l'avez rappelé, est un élément important de cette stabilisation. Et je vous remercie, Monsieur le Vice-président, d'avoir eu des mots très forts à cet égard. Je crois que le rôle, en particulier sur le défi climatique que vous aurez apporté, et ce que vous avez commencé à décliner, est très important. Et en matière de lutte contre le réchauffement climatique, comme en matière de lutte pour la biodiversité, le chemin, le rôle que l'Asie pourra construire est un élément extrêmement structurant. 2020, à cet égard, comporte plusieurs rendez-vous. Celui d'un dialogue sino-européen où la lutte contre le réchauffement climatique, comme le sujet économique, sera décisif. Celui aussi de la COP 15 biodiversité qui se tiendra en Chine est un rendez-vous essentiel pour l'ordre international. Et puis il y a l'Afrique, cher président Tshisekedi, dont vous avez parlé admirablement en parlant non seulement de votre pays, mais des conflits. Beaucoup de présidents sont ici présents et ont aussi pris sur leur temps, alors même qu'ils sont courageusement à la tête de pays qui sont bousculés par le terrorisme et par des groupes qui contestent la souveraineté nationale, qui menacent non seulement la stabilité de leur pays, de tout un continent, mais aussi la nôtre. Et là aussi, nous avons destin lié. Et je crois que l'Afrique, comme je l'ai rappelé hier soir avec quelques-uns d'entre vous, est aujourd'hui en train de vivre avec nous collectivement un défi. Elle a longtemps été un objet du multilatéralisme, elle est en train de devenir un des sujets du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'elle y prend sa part active. Et je veux saluer l'engagement des États africains ici présents et plus largement des pays d'Afrique qui prennent leur destin en main, construisent des solutions concrètes. La Tunisie a su le faire avec beaucoup de courage quand il s'est agi de rebâtir la démocratie il y a plusieurs années. Je salue ici la présence du Premier ministre qui, avec beaucoup de force, aux côtés du défunt président Essebsi, a eu à conduire les destinées du pays après ce miracle démocratique. Mais tout le continent africain, et je pense en particulier au Sahel, a aujourd'hui ce défi, et la force des pays africains de relever le défi politique, aussi militaire et sécuritaire, est essentielle. Et nous avons, dans ce nouvel ordre international, à bâtir aussi des nouvelles solutions dans le cadre des Nations Unies, permettant d'accompagner, mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, cette capacité sécuritaire de l'Afrique, mais aussi à l'aider à bâtir, sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de l'économie, ce qui sont les 4 solutions qui permettent de bâtir la paix durable et d'éviter que ne réémergent les facteurs de déstabilisation. Dans ce triptyque, et je n'oublie pas évidemment, et je vais y revenir dans un instant, les autres régions que j'ai moins évoquées, mais dans ce dialogue que vous avez commencé à nouer, il y a le début d'une solution d'un agenda commun, de partenariats nouveaux que nous pouvons nouer. Et je crois que dans notre capacité à bâtir des solutions contemporaines, il y a évidemment le dialogue avec les États-Unis d'Amérique et les pays américains, dont je souhaite que dans la 3e édition, nous réussissions à mobiliser davantage ces derniers pour contribuer plus encore à ce dialogue. Mais il y a la capacité à construire des voies et moyens de coopération nouvelles.
Nous avons des enceintes. Elles sont parfois bloquées. Les Nations Unies en font partie. C'est notre responsabilité de continuer à avancer pour mieux partager un agenda commun. Et donc pour moi, et je conclurai sur ce point, la force, la valeur ajoutée de ce forum, de nos travaux, de la réflexion en cours, c'est de savoir rebâtir des forums nouveaux, des voies de coopération nouvelles, des alliances nouvelles entre nos organisations internationales, comme nous avons su le faire dans la lutte contre les inégalités il y a quelques semaines à Biarritz, entre les organisations internationales et les différents pays, entre les gouvernements, les organisations internationales, les ONG, fondations, acteurs académiques et entreprises. Et au fond, par ces échanges durant 2 jours, mais par le travail tout au long de l'année, acter que nous avons un agenda partagé, celui de la lutte contre les discriminations et de l'accès aux droits, celui justement de la construction de nouveaux équilibres et de nouveaux droits en matière de numérique, celui de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, celui de structures durables pour faire face aux sujets migratoires, celui aussi de la lutte contre les déséquilibres géographiques et de la résolution des conflits. Plusieurs sont ici touchés et j'espère qu'en aparté de nos discussions, nous pourrons aider à faire avancer plusieurs sujets sensibles. Ça, c'est notre agenda commun. S'il est partagé par tous les acteurs ici présents, on fait déjà œuvre utile. Et ensuite, c'est la construction de nouvelles formes de coopération, des alliances, Before-IG par exemple, portées par nos entreprises pour lutter contre les inégalités, le partenariat pour l'information et la démocratie porté par Reporters sans frontières et soutenu par plusieurs gouvernements, élus, entreprises, pour lutter contre la désinformation et pour une meilleure coopération, l'appel de Christchurch entre des gouvernements, des entreprises, pour lutter contre les contenus terroristes et permettre d'agir plus efficacement. Voilà quelques exemples d'innovations concrètes où des acteurs qui ne se parlaient pas jusqu'alors décident d'agir ensemble. Ce forum sera plein d'initiatives nouvelles. Il faut continuer à en lancer pour, en quelque sorte, non pas concurrencer les enceintes du multilatéralisme contemporain, mais pour aider à les réinventer, pour les compléter et surtout pour agir utilement. Pourquoi l'unilatéralisme remonte dans certains pays? Pourquoi le doute réémerge? Parce que ce que nos citoyens nous reprochent, c'est parfois notre inefficacité, notre volonté de ne pas voir ou d'agir insuffisamment rapidement. Et je crois que la construction de ces solutions utiles, de ces alliances nouvelles, de ces innovations, est un élément extrêmement important de la réponse collective à nos défis contemporains dans nos pays et une manière de conjuguer cette coopération que j'expliquais il y a un instant. Je conclurai en citant la regrettée Agnès Heller. C'était une formidable militante, comme vous, Trisha, de la liberté. Elle avait plus de 90 ans, elle était une intellectuelle hongroise, et chaque jour, elle allait se baigner dans les grands lacs de Hongrie, et au mois de juillet, elle n'est pas revenue d'une de ces baignades, parce que l'esprit de révolte et l'indignation préservent longtemps et continuent à donner du courage. Et Agnès Heller, qui était une femme formidable, avait cette phrase en disant que notre époque a besoin plus que d'autres d'une forme d'héroïsme qui se donne pour tâche de saisir ce qu'est le présent. La tâche demeure, disait-elle, de se rendre disponible à ce qui nous advient. Cette disponibilité à ce qui nous advient et cet héroïsme dont parle Agnès Heller, c'est cette capacité à comprendre le monde tel qu'il vient à nous, à le penser et à essayer d'apporter des réponses utiles. Ni la lâcheté de ne pas voir ou de rester dans nos habitudes, ni la lâcheté de ne pas faire, ni le confort d'être loin du quotidien de nos concitoyens. Ce dont nous parlons là, c'est de guerre, de conflits, de déséquilibres. C'est du quotidien de nos concitoyens. À nous de le régler. Nous avons reçu mandat pour cela. À nous de continuer à agir utilement. Et c'est pour cela que je crois très profondément à l'utilité de ce forum de Paris pour la paix et que j'en remercie le président et le directeur général, l'ensemble des organisateurs, mais également l'ensemble des contributeurs et que je vous remercie très profondément pour votre présence aujourd'hui à Paris. Merci à vous. Ladies and gentlemen, we would like to record this moment and take the official photograph of the Paris Peace Forum.
Mesdames et messieurs, afin d'immortaliser ce moment, nous allons réaliser la photographie officielle du Forum de Paris sur la paix. Please stand. Nous vous remercions de bien vouloir vous lever. Place on your seats your translation headsets and anything you may be holding. Veuillez poser sur votre siège ce que vous pourriez avoir dans les mains, ainsi que votre équipement de traduction si nécessaire. Would you kindly look up towards the bright spot in the center of the ceiling? Veuillez lever votre tête et diriger votre regard vers le point lumineux qui se situe en hauteur au centre de la scène. 3, 2, 1. Please look up at the bright spot again. Veuillez diriger à nouveau votre regard vers le point lumineux. 3, 2, 1. Thank you. Merci.